Bonsoir. Bonsoir à tous. On va pouvoir commencer ce vendredi marxiste du mois d'avril sur le thème « Face à la guerre commerciale déclenchée par Trump, quelles solutions pour les travailleurs? Protectionnisme et libre-échange, les deux faces d'une même médaille, quelle alternative ?» Pour commencer, Daniel va commencer le rapport. Dernier mois, on a fait une succession de vendredis marxistes qui sont tous un peu reliés les uns aux autres. On a parlé de Trump, bien sûr, de la marche à la guerre, des premières mesures qui ont été prises. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, des conséquences de cette nouvelle situation. Mais avant d'entrer dans le détail de la réponse à cette question, face à la guerre commerciale, le protectionnisme ou libre-échange, je commencerai par un fait d'actualité très simple. Vous l'avez sans doute entendu, il y a 730 suppressions d'emplois à ArcelorMittal en France. Des camarades sont allés ce midi à la porte de l'une des entreprises ArcelorMittal concernées, frappées par le plan. Ils nous ont fait parvenir les réactions d'un certain nombre d'ouvriers. Il y en a un qui dit « on est déçus, les collègues vont perdre leur emploi. S'il faut faire grève, on va la faire. » Un autre dit « je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut garder notre travail pour l'avenir de nos enfants. » Un troisième dit « aujourd'hui, ce sont 636 suppressions d'emplois. Il y en a déjà eu à Reims et à Denain, on arrive à 1000. » Un autre encore dit « j'étais à la coquerie avant, elle a fermé, mais il faut agir vite avant qu'on ferme. » Un cinquième dit « je ne comprends pas, Mittal veut fermer, pourtant il y a plein d'argent. » Un sixième « je suis concerné, mon poste est transféré en Pologne. » Un septième dit « il faut faire une grosse manifestation à la préfecture. » Un huitième « on n'a pas d'autre choix que la grève. » Un neuvième dit « il faut une révolution, une grève ne suffira pas. » Un dixième dit « Macron à la porte. Il met toutes les familles dans la misère. Moi j'ai deux gosses, comment retrouver un boulot? Dans mon service, on est d'accord pour la grève. » Un autre encore dit « il faut se mettre d'accord pour tous débrayer. » Un autre encore dit je suis en intérim pour 2 mois, avant j'ai travaillé 10 ans en CDI, j'ai été licencié. » Un autre dit pas de souci pour la grève, s'il faut on va la faire. Et puis ensuite les camarades ont interrogé 3 des responsables syndicaux qui étaient là. Un premier dit, peu importe les étiquettes syndicales, un premier dit on sait très bien qu'on fera des malheureux, mais on va essayer de les orienter vers d'autres postes. Un deuxième conseiller dit « on s'est battu, on continuera à se battre, personne ne peut dire le contraire. » Un troisième dit « Trump a raison avec le protectionnisme, on est envahi par l'acier chinois. » Bien, et la discussion s'arrête là, il y a une réunion demain. Alors j'évoque ça parce que c'est ça les conséquences concrètes. C'est ArcelorMittal maintenant, c'est 200 000 emplois menacés de suppression dans les prochaines semaines et les prochains mois en France, dans le seul domaine du commerce. Et donc il est certain que nous sommes entrés dans une situation, à l'échelle internationale, mais donc aussi en France, qui est et qui va être une situation extrêmement difficile. Et où les gouvernements en place, les capitalistes, faut tout faire pour faire payer aux travailleurs les conséquences de leur crise. Et c'est pourquoi il est important de ne pas se laisser abuser par cette fausse alternative, vous l'avez bien compris. La solution, elle va être ni dans le protectionnisme, ni dans le libre-échange, en tout cas du point de vue de la classe ouvrière. En apparence, les choses nous sont présentées comme une guerre commerciale. Il y aurait une guerre commerciale déclenchée par Trump contre tous les pays concurrents. Et en apparence aussi, c'est du moins ce qu'on nous dit, cette situation n'aurait aucun rapport avec d'autres éléments de la situation mondiale. Il n'y aurait pas de rapport avec Gaza, pas de rapport avec la guerre en Ukraine, pas de rapport avec les menaces sur la Chine. Je vais y revenir, ça a un rapport. Ça a même un rapport très étroit. Vous le savez, c'est bientôt le 1er mai. Vous le savez aussi sans doute, il y a eu, il y a quelques semaines,
ici à Montreuil une conférence internationale avec des camarades de plus de 30 pays qui représentaient en fait des délégations de 53 pays, tous n'avaient pas pu venir. Et avec ces camarades de tous les pays, on s'est mis d'accord sur une chose: nous avons affaire à une guerre d'ensemble. Nous l'avons appelée la guerre impérialiste globale, qui relie entre eux des événements qui peut-être peuvent sembler ne pas être liés. Mais oui, les menaces de guerre contre la Chine, la guerre en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, le génocide à Gaza et la guerre menée contre le peuple palestinien depuis maintenant longtemps, mais en particulier dans la dernière période depuis près de 2 ans, mais aussi la guerre menée contre les travailleurs dont on supprime les emplois à ArcelorMittal et dans beaucoup d'autres endroits. Tout ceci a un rapport, c'est un rapport avec la crise du système capitaliste, et c'est pourquoi nous avons décidé que le 1er mai sera distribué dans le monde entier un même appel, un appel qui dit à bas la guerre, à bas l'exploitation, qui appelle les travailleurs à se grouper contre cette politique de guerre. Et cet appel, avec les moyens modestes qui sont les nôtres, mais il a déjà été traduit dans plus de 30 langues différentes et il sera distribué le 1er mai, massivement dans les manifestations dans les pays où les travailleurs ont le droit de manifester, clandestinement dans des pays comme l'Afghanistan où les femmes sont enfermées, interdites de pouvoir s'exprimer, mais d'une manière ou d'une autre, cet appel va être distribué dans le monde entier. Alors, quel rapport avec cette histoire des tarifs douaniers? On nous présente les choses comme si il y avait un problème de commerce, c'est de guerre commerciale. Hein. C'est comme ça que ça nous présente. Fait que, voilà, il y a différentes puissances économiques qui produisent les mêmes choses, et donc elles sont un peu en concurrence entre elles finalement. Tout le monde voudrait vendre sa marchandise, et il n'y a pas assez de clients pour tout le monde, donc c'est une espèce de guerre commerciale. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est une présentation abusive, en tout cas du point de vue des marxistes que nous sommes. Je voudrais faire une citation, j'en ferai pas trop, mais celle-ci me semble bien résumer le problème. Marx, dans le livre 2 du Capital, dit la chose suivante, il dit: le processus de production du capital, c'est un processus qui a pour résultat la marchandise, mais pour motif déterminant la production de la plus-value. Il veut dire par là que quand les capitalistes produisent, bien sûr, la forme que prend leur production, c'est une marchandise. C'est une voiture, c'est une machine à laver, peu importe, c'est une marchandise. Mais le but de la production, ce n'est pas cette marchandise. Ça, c'est le moyen. Le but de cette production, c'est ce que Marx a appelé la plus-value, c'est-à-dire cette valeur supplémentaire qui est créée dans le processus de production par le travail de l'ouvrier. C'est une valeur supplémentaire parce que c'est la partie du travail de l'ouvrier qui ne lui est pas payée. Dans sa journée de travail, une partie de la journée de travail de l'ouvrier lui est payée, il produit ce qui remplace son salaire, et puis une partie, le patron se l'accapare. C'est ce qui s'appelle la plus-value, et c'est cette valeur supplémentaire qui est la source du profit, la source de toutes les richesses. C'est le propre du système capitaliste. La classe capitaliste ne s'intéresse pas trop de savoir si elle produit plus des voitures, des téléviseurs ou des ordinateurs. Cet aspect-là est assez secondaire. Ce qui est déterminant pour elle, c'est quel profit elle va en tirer. Et c'est propre de tout le système dans lequel nous vivons que de voir la vie économique dirigée, animée par cette nécessité. Et en ce sens, ceci découle de la propriété privée des moyens de production. Marx, dans le manifeste du Parti communiste, dit: tout le programme qui est le nôtre se résume finalement à un seul mot d'ordre: il faut abolir la propriété privée des moyens de production. Il faut abolir la propriété privée des moyens de production parce que tant que le système est fondé sur cette propriété privée des moyens de production, alors on ne produit que dans les limites où il peut y avoir du profit. Et s'il n'y a pas de profit, on arrête de produire et on ferme ArcelorMittal
parce que ça ne dégage pas suffisamment de profit. Et c'est la logique du moment dans lequel nous sommes. Alors, pourquoi est-ce que ce sont deux faces de la même médaille, le protectionnisme et le libre-échange? Le libre-échange, ça veut dire quoi? Le libre-échange, ça veut dire que chacun est libre de se lancer dans l'aventure de la production capitaliste, d'y arriver, de ne pas y arriver. S'il n'y arrive pas, il va fermer son entreprise. S'il y arrive, il fera du profit sur la base de l'exploitation des travailleurs. Et bien sûr, la règle du jeu, c'est vont survivre ceux qui sont les plus compétitifs, ceux qui sont les moins compétitifs n'y arriveront pas. Le protectionnisme, à l'inverse, c'est le principe par lequel un pays qui va à tout prix asseoir sa domination dit on va ériger des grandes barrières douanières, on ne va pas laisser rentrer les autres marchandises, et c'est nos marchandises nationales qui vont l'emporter. C'est ça les deux variantes. Or, ces deux variantes ont cette particularité qu'aujourd'hui, au stade où est arrivé le système capitaliste, ni l'une ni l'autre ne peut sauver le capitalisme. Ni l'une ni l'autre. Parce que le libre-échange, ça veut dire quoi? Le libre-échange, ça veut dire que le capitalisme le plus puissant, le plus productif, va l'emporter sur les autres. Le problème, c'est que le capitalisme le plus puissant, celui des États-Unis, aujourd'hui dans une situation où cette position dominante lui est disputée. Et il est confronté à une difficulté à maintenir cette position dominante pour les raisons sur lesquelles je reviendrai. Donc le libre-échange ne fonctionne pas. Arrive Trump qui dit « moi j'ai une solution, on va ériger des barrières douanières formidables ». Et grâce à ça, les Américains achèteront américains et tous les autres seront repoussés loin de nos frontières. On va rétablir la domination de l'économie américaine. Le problème, c'est que la première victime du protectionnisme de Trump, c'est l'industrie américaine elle-même. C'est l'industrie américaine elle-même parce que nous vivons à une époque où toutes les relations économiques sont entrelacées entre les pays. Il y a un marché mondial. Vous voulez produire des batteries, il vous faut du lithium. Le lithium, vous allez le trouver dans des terres rares. Si vous n'en avez pas aux États-Unis, il faut que vous puissiez les acheter où? En Chine, par exemple. Mais si vous avez élevé des barrières douanières de 145% avec la Chine, eh bien, la première victime, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, la première victime des mesures douanières contre la Chine, c'est Elon Musk, le copain de Trump. Dont les voitures se vendent de moins en moins parce qu'il y a toute une série de composants qui dépendent des importations de terres rares, de matières premières de Chine, et compte tenu des barrières douanières, il ne peut plus en avoir, donc il prend du retard. Donc, comme il prend du retard dans la production des voitures, le cours des actions de Musk est en train de s'effondrer, et sur les places boursières, les gens se débarrassent des actions de Tesla parce que, visiblement, cette affaire ne marche pas bien. Donc on voit bien la contradiction. Le fait d'ériger des barrières douanières ne va pas sauver le capitalisme américain. Et tout nous ramène à ceci. Le problème n'est pas tellement le problème du commerce. Le problème est que le système capitaliste est arrivé à un stade où il est capable de produire des richesses dans des quantités considérables, mais le marché, c'est-à-dire les gens qui consomment, c'est-à-dire vous et moi à l'échelle mondiale, le marché ne peut pas absorber tout ce que les forces productives sont capables de produire. Il y a donc des forces productives en excédent, des machines en excédent, des usines en excédent, des moyens de production en excédent, des travailleurs en excédent. Et il faut donc arriver à détruire toutes ces forces productives existantes en excédent, puisque ce qu'elles produisent ne trouvera pas de place sur le marché. C'est ce que les capitalistes appellent, ce que d'ailleurs l'économie en général appelle la récession. La récession, c'est quand l'économie se met à faire une marche arrière, à pédaler en arrière. Finalement, on produit moins, il y a de plus en plus de chômage, etc. Alors, le Fonds monétaire international a annoncé une bonne nouvelle dans le journal Les Échos avant-hier. L'économie mondiale devrait fléchir pour échapper à la récession. Enfin, la perspective est quand même
comment dire, moyennement optimiste, je ce que veut dire. Et donc il vous faut un schéma, bon, je ne fais pas ce détail, où tous les pays devraient avoir un très fort fléchissement économique, mais, nous disent-ils, ça ne sera pas vraiment une récession. En fait, ils n'en savent rien. Ils savent simplement qu'il va y avoir un très fort ralentissement économique, ce qui veut dire des millions d'emplois supprimés, c'est concret, ce qui veut dire des millions d'usines fermées, ce qui veut dire des millions de travailleurs au chômage, ce qui veut dire une augmentation de la misère et des conséquences considérables. Et que l'illusion qu'a le capitalisme américain, qu'il va se protéger de cette manière, il ne va pas plus se protéger que d'autres classes capitalistes pour des raisons sur lesquelles je reviendrai. Donc dans ces conditions, il faut bien comprendre que ni le protectionnisme, ni le libre-échange ne vont sauver le capitalisme. C'est le système capitaliste qui est en crise. Ça n'est pas sa capacité à commercialiser, c'est sa capacité à mettre en rapport ce que la classe capitaliste produit et ce que l'humanité est en capacité d'absorber. Et nous sommes arrivés à un stade où il ne peut pas échapper à cette destruction en masse des forces productives. Alors, oui, vous voyez, je me suis noté ça. Bon, la presse économique, terre rare, l'arme fatale de la Chine contre Trump fait ses premières victimes, et ils expliquent que Tesla se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Alors, du point de vue de la classe ouvrière, quelle réponse on peut apporter à cette situation? Quelle solution peut-on apporter? Je voudrais commencer par dire quelle solution on ne peut pas apporter. J'ai lu dans l'Humanité, le journal qui reflète les vues du Parti communiste français, mardi dernier, un article d'un économiste qui est membre de la direction nationale du Parti communiste, qui s'appelle Frédéric Bocara, et il est interviewé. Et voilà la réponse qu'il apporte à qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit « Il est urgent de construire une autre mondialisation. Il faut rejeter l'alternative entre protectionnisme et libre-échangisme. Il faut une autre voie, celle d'une mondialisation libérée des lois de la finance. » Là, camarade, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Les lois de la finance, bon, c'est une manière de dire les lois du capitalisme. Une mondialisation libérée des lois du capitalisme. Alors, si faut dire, on veut socialiser les moyens de production, on veut les collectiviser, on veut exproprier les capitalistes et mettre l'économie au service de l'humanité, il faut le dire, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Il dit la chose suivante, il faut une autre mondialisation fondée sur de nouvelles règles et principes. Le développement en commun d'un gâteau plus ample avec une autre recette écologique et sociale. Un gâteau plus ample, il veut dire plus de richesse. Mais qui est le cuisinier? Qui est le pâtissier du gâteau plus ample? Si on suit Bocara, c'est toujours le capitaliste. Donc la seule chose qu'il dit, il faut qu'il fasse un gâteau un peu plus gros et qu'il y ait des parts qui soient assez gentilles pour réserver des parts un peu plus conséquentes pour les travailleurs. C'est pas ça le capitalisme. Le capitalisme, lui, il est mu par une seule chose, le taux de profit. Et par conséquent, vous pouvez toujours demander, supplier les capitalistes, soyez gentils, donnez un peu plus, etc. C'est pas leur problème. Le problème n'est pas la taille du gâteau. Le problème est de savoir qui le confectionne, dans quel but. Qui le confectionne, les capitalistes, dans quel but? Empocher le plus de mises possible. Et alors Bocara continue et dit il faut réorienter nos économies en ouvrant le chantier des traités internationaux. Il faut plus de dépenses publiques et sociales. Un sommet financier international pour une monnaie mondiale vraiment commune. Il faut l'horizon d'une autre mondialisation. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, Bocara me pose la question qui contrôle l'économie, qui dirige la production et dans quel but. Or, il n'y a que deux possibilités. Et
si vous prenez l'exemple que j'ai cité au point de départ, qui est celui de ArcelorMittal, de deux choses l'une. Hein. Ou bien le point de départ, c'est la réalisation du profit. Et alors, le patron d'ArcelorMittal a raison de fermer ses usines et de licencier les ouvriers. Il a raison. Il dit, voilà, par rapport à la concurrence, les usines en France ne me dégagent pas suffisamment de profit. Si je délocalise en Inde, puisque c'est ça le projet qui va délocaliser le travail en Inde, je vais exploiter les travailleurs pour des salaires beaucoup plus bas. Donc, du point de vue du fonctionnement du système capitaliste, qui peut me reprocher de faire ça? Personne. Un capitaliste, il est là pour faire du profit. Et si ça lui coûte plus cher en France qu'à son concurrent en Inde, il va faire la seule chose logique pour un capitaliste, il va fermer son usine en France et il va aller en Inde. Et Bocara peut courir après en disant augmenter la taille du gâteau. Il dit, mon problème, c'est pas la taille du gâteau, mon problème, c'est quel profit je vais toucher. Ou bien la logique n'est pas celle du profit, mais celle de la défense des droits du genre humain. Le genre humain, pour vivre, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de se loger dans des conditions décentes, et à ce moment-là, on pose comme principe, là où il y a de l'emploi, on le préserve. Donc il y a 730 emplois à ArcelorMittal, on interdit les licenciements, et si le patron d'ArcelorMittal refuse d'entendre raison, eh bien on confisque son entreprise, on la nationalise sans indemnité ni rachat, et on fait relancer la production à partir de la satisfaction du besoin vital, qui est, comme le disent ces ouvriers, ils ont besoin de garder un emploi, ils ont des gamins, ils ont besoin de manger, que leurs gamins puissent être éduqués, etc. etc. C'est l'un ou l'autre. C'est pas ou bien le libre-échange ou bien le protectionnisme, parce que dans les deux cas, c'est deux tentatives désespérées de faire survivre un système social condamné. C'est ou bien la logique du profit qui aujourd'hui débouche sur la crise en cours, ou bien autre chose. Mais Trump et la classe capitaliste est confrontée à une difficulté supplémentaire. Elle est confrontée à la difficulté, vous avez compris que si vous produisez une valeur de 40, que les gens qui sont censés vous l'acheter, ils ont 30 sur les 40, obligatoirement il y a une partie qui ne trouvera pas acheteur. Donc, fondamentalement, la crise du capitalisme se résume à ça. Le caractère privé de la production a comme résultat que ceux qui doivent consommer, par définition, n'ont jamais comme pouvoir de consommation un pouvoir équivalent à la valeur de ce qu'elle produit. Mais Trump, en plus, il est confronté à une difficulté supplémentaire. Cette difficulté, elle est résumée dans ce titre du journal Le Monde d'hier. Pour ceux qui ne voient pas de loin, il est écrit « Automobile, la Chine au centre du monde ». Et cet article très détaillé, avec des schémas très précis, vous apprend que aujourd'hui, la situation, ce n'est pas le cas il y a encore très peu de temps, aujourd'hui, l'industrie automobile chinoise est, comment dire, tient le leadership de la production automobile mondiale. L'article très détaillé, voilà, la Chine est le premier constructeur automobile mondial et de loin. Un peu plus de 90 millions de véhicules produits par la Chine, produits dans le monde en 2024. Sur ces 90 millions, un tiers a été produit en Chine. Et, nous est-il expliqué, ça faisait déjà longtemps que la Chine avait bien développé son industrie automobile à partir du marché intérieur. Mais ce qui est nouveau, c'est que désormais, le pays de Xi Jinping a changé de dimension. Il est devenu le premier exportateur mondial d'automobiles, surpassant l'Allemagne, le Japon, les États-Unis. Non seulement ils produisent pour le marché intérieur, mais désormais, c'est eux qui dominent, y compris le secteur de l'exportation de l'ensemble du marché mondial, avec notamment une marque, je crois qu'on ça se prononce BID,
qui est passé en un an de la 10e à la 5e position mondiale, etc., etc. Alors, là, ça pose une question intéressante, qui est que se passe-t-il avec l'économie chinoise? On avait déjà relevé dans un vendredi marxiste précédent, je crois il y a un mois, excusez-moi, on avait relevé cette situation, c'est que la Chine, qui était il y a 70 ans, 80 des pays les plus arriérés du monde, économiquement, pas du peuple chinois, mais économiquement un pays extrêmement arriéré, qui est un pays où il y avait, je crois en tout et pour tout, 8 millions de salariés sur près de 600 millions d'habitants, est devenu aujourd'hui un pays dans lequel on compte une classe ouvrière de 580 millions d'ouvriers. La première puissance industrielle du monde. La deuxième puissance économique après les États-Unis. Et vous voyez dans certains domaines comme l'industrie automobile, capable même d'amener le pion à l'industrie américaine. Qu'est-ce qui explique cette situation qui a l'air de surprendre tout le monde? Ben, il se trouve que la Chine, et ce que je dis là n'est pas du tout, je dis par avance, mais souvent des camarades qui se méprennent, ce que je dis là n'est pas un quelconque soutien à la direction du Parti communiste chinois, une direction bureaucratique, totalitaire, contre-révolutionnaire, etc., mais qui repose sur des bases économiques qui ne sont pas celles du système capitaliste. C'est une réalité objective. C'est-à-dire que le moteur de l'économie chinoise, à la différence de l'économie américaine, de l'économie française ou autre, ce n'est pas la recherche du profit, mais c'est un développement économique qui a rapport avec d'autres considérants. Le développement de la Chine, la puissance politique de la Chine, sa puissance économique, les directives du Parti communiste chinois, bonnes ou mauvaises. À partir de là, le critère du profit à tout prix, qui aveuglément fait qu'on va fermer des millions d'usines et des millions d'emplois dans le système capitaliste, ne vaut pas de la même manière pour la Chine. Et ce résultat, par exemple sur l'industrie automobile, il tient au fait que le motif essentiel, le moteur de l'économie en Chine, ce n'est pas d'abord la réalisation de la plus-value et la réalisation du profit, et que par conséquent, cette appropriation des richesses produites n'étant pas privée, une appropriation par l'État, elle peut être orientée en fonction des intérêts de l'État dans un sens ou dans un autre, et c'est en particulier ce qui se passe en ce moment, et on va être amené à y revenir. Alors, il y a un camarade qui a écrit à la Tribune des Travailleurs, qui me l'a communiqué, qui dit, voilà, j'ai vu le compte-rendu du meeting international, le camarade chinois, il nous demande de prendre position du côté de la Chine. Il dit, moi, ça me pose problème, parce que la Chine, elle peut déclencher une offensive militaire sur Taïwan, c'est un capitalisme contrôlé par le Parti communiste chinois, il reste au service d'une infime minorité bureaucratique et corrompue qui exploite son peuple, qui réduit des millions de travailleurs chinois en esclavage pour le plus grand bénéfice de ses propres milliardaires. Je ne vois pas pourquoi je devrais me placer du côté d'un capitalisme plutôt que l'autre. Le camarade pose un problème qui est un problème comment dire, légitime, qui est une discussion qui se mène, mais il fait une erreur importante. L'économie chinoise n'est pas une économie capitaliste. Il y a des capitalistes en Chine, c'est indiscutable. Mais l'État chinois, le gouvernement chinois, à ce stade, ça peut changer, ne sont pas guidés par le fait qu'il faut satisfaire les intérêts de ces capitalistes, à la différence du gouvernement français ou du gouvernement américain, qui eux sont guidés par le fait qu'il faut permettre aux capitalistes de faire des profits, c'est pour ça qu'il faut attaquer la Sécu, c'est pour ça qu'il faut liquider les États-Unis. Le problème du gouvernement chinois n'est pas celui-là. La bureaucratie chinoise, contrairement à ce qu'écrit notre camarade, elle n'est pas propriétaire des moyens de production. Elle en jouit, elle les contrôle, mais elle n'est pas propriétaire en propre. Tiens, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le numéro 2 de l'armée a été viré. Périodiquement, il y a des purges dans l'appareil du Parti communiste chinois. Le numéro 2, le général en chef en 2,
été viré purement et simplement. Il était propriétaire, sans doute, d'un certain nombre de choses, mais il n'était pas propriétaire des moyens de production. La direction du Parti communiste chinois a décidé de le virer, il a été viré. À ce stade, l'économie chinoise est contrôlée par un immense appareil bureaucratique. Bien sûr, les bureaucrates bénéficient d'un certain nombre de privilèges, mais ils ne sont pas propriétaires des moyens de production. Ils en profitent, si vous voulez, d'une certaine manière, individuellement, sans doute, plus ou moins. C'est des bureaucrates corrompus. Mais quand ils meurent, il n'y a pas d'héritage de leurs enfants. Ils ne transmettent pas l'usine, c'est pas M. Bernard Arnault qui partage son empire vous voyez, entre ses héritiers. Ça ne se pose pas en ces termes. Et de cela découle une chose, c'est que quand cette bureaucratie qui cherche à occuper le terrain, quand elle estime qu'elle doit infléchir l'économie dans un sens ou dans un autre, elle le fait. Alors bien sûr, aujourd'hui, cette bureaucratie, elle s'insère dans le marché mondial et elle nourrit en son sein des secteurs qui, eux, cherchent à se constituer en bourgeoisie capitaliste. Ça existe, c'est un processus qui mûrit. Mais à ce stade encore, ce n'est pas ce processus qui domine la situation en Chine. Même quand la bureaucratie, elle l'a fait récemment, la direction du Parti communiste chinois dit « Nous invitons les capitalistes du monde entier à venir investir chez nous dans le domaine des services parce que ça va leur donner des tas de possibilités », tout ça c'est vrai. Mais au bout du compte, ce n'est pas la réalisation de la plus-value qui guide la direction chinoise aujourd'hui. Et ça a une conséquence. Sa conséquence, c'est que quand elle le décide, et comme elle le décide, elle prend toute une série de mesures dans d'autres domaines. Je ne sais plus où j'ai mis le papier, bien sûr, je le retrouve pas. C'est là. Dans les dernières semaines, la direction du Parti communiste chinois a ainsi, de cette manière, multiplié les annonces pour dire « Nous allons prendre des mesures pour modifier la situation. Donc on va augmenter les salaires, redistribuer du pouvoir d'achat aux ouvriers, bloquer les prix, augmenter les retraites. » Ils disent tout ça non pas pour être gentils avec les travailleurs, mais pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut relancer l'économie par le marché intérieur, donc il faut que les gens aient plus de pouvoir d'achat. Et le deuxième, c'est qu'il faut éviter l'explosion sociale. Si pour faire cela, il faut faire moins de profit sur la vente des automobiles, ils feront moins de profit. Parce que ce n'est pas ça leur problème principal. Le problème principal, c'est la stabilité de leur pouvoir politique. Et pour la stabilité de leur pouvoir politique, ils sont prêts à remettre en cause, y compris la compétitivité de leur production marchande. Et c'est l'un des problèmes de Trump. C'est que paradoxalement, je dis bien paradoxalement, le développement de l'économie chinoise aujourd'hui, face à l'économie capitaliste américaine, est l'expression, même déformée, de la supériorité d'un système économique qui ne repose pas sur la recherche du profit par rapport à un système économique qui repose sur la recherche du profit. Je dis paradoxalement, transitoirement, ça ne va pas durer éternellement, parce que la situation en Chine elle-même elle est très précaire et transitoire, mais au moment où nous parlons, c'est le problème qu'a Trump. Lui, il croit qu'il joue en montant les barrières douanières, en les descendant, etc. Il liquide son copain Musk, qui se rattrape. Vous avez vu que là, il y a 2 jours, il a dit finalement, on a été trop loin sur les taxes douanières avec la Chine, il faut les baisser. La direction chinoise procède autrement. Elle joue la stabilité de sa puissance économique. Si pour ça, il faut vendre à perte, elle vendra à perte. Ce que le capitalisme américain ne peut pas faire. Ça ne donne pas un signe plus à la bureaucratie chinoise. Ça donne un signe plus à tout système économique qui n'est pas guidé par la production de la plus-value et la recherche du profit, quel qu'il soit. Et il est évident que pour le capitalisme en général et le capitalisme américain en particulier, il y a là une menace sérieuse, qui ne peut résoudre ni sur le plan de la libre concurrence et de la libre entreprise, ni sur le plan
du protectionnisme. Et c'est ça qui donne ce caractère extrêmement aigu à la crise. Bien sûr, c'est transitoire. Parce que plus la direction chinoise cherche à s'insérer sur le marché mondial, plus elle nourrit les tendances à constituer une classe capitaliste en Chine qui, à un moment donné, va vouloir s'émanciper de la tutelle de la bureaucratie. Mais pour l'instant, on n'en a pas les moyens. Il n'en reste pas moins que les ouvriers chinois n'ont pas les moyens aujourd'hui d'agir librement, que les droits syndicaux ne sont pas reconnus, que la liberté d'expression n'est pas reconnue, et que pourtant, la solution ne peut pas venir d'autre chose que de la classe ouvrière. Alors, est-ce que les travailleurs chinois aspirent à vivre librement et à disposer des droits d'organisation? Évidemment. Mais qui peut croire un seul instant que quand Trump menace la Chine d'une guerre totale, son but soit de donner de la liberté aux ouvriers? Qui peut croire que Trump serait guidé par le fait qu'il faut à tout prix que les ouvriers chinois aient le droit de s'organiser, de faire grève, de faire des syndicats? Tout le monde comprend bien que Trump, il est animé ni par le souci des ouvriers chinois, ni des ouvriers américains, ni des ouvriers d'où que ce soit. Donc c'est pas ça qui motive les préparatifs de guerre de Trump. Qui peut croire que les ouvriers chinois qui souffrent d'être sous le joug de la dictature de la bureaucratie aient envie de passer sous le joug de la dictature du capitalisme américain? Pas plus. Par conséquent, à l'objection que fait ce camarade, nous répondons la classe ouvrière chinoise, en relation avec les travailleurs du monde entier, a la capacité, a la possibilité de dégager les moyens de sa propre émancipation, mais ça pose tout le problème de son organisation indépendante. Il n'en reste pas moins que pour la classe capitaliste en général et la classe capitaliste américaine en particulier, la confrontation entre deux systèmes, l'un qui est basé sur la propriété privée des moyens de production, et l'autre, pour donner une définition, une grande précision scientifique, qui est basée sur la propriété non privée des moyens de production, c'est-à-dire contrôlée par l'État. La confrontation entre ces deux systèmes, pour le capitalisme américain, est intolérable. Parce qu'elle le menace directement. Naguère, pour les plus anciens d'entre vous, vous s'en rappelez peut-être, lorsque l'Union soviétique était encore debout, les dirigeants staliniens de ce qu'on appelle le bloc de l'Est professaient qu'il fallait la coexistence pacifique. Eux avaient l'illusion qu'il pouvait y avoir la coexistence pacifique entre deux systèmes, celui de la propriété d'État et le système capitaliste. Les dirigeants capitalistes faisaient semblant d'y croire, mais eux, ils savaient que c'était impossible. Eux, ils savaient que la logique du capitalisme, c'est de ne pas tolérer un système qui échappe au capitalisme. Tant qu'ils n'ont pas eu les moyens de le remettre en cause, ils ne l'ont pas fait. Quand ils ont eu les moyens de le remettre en cause, ils sont précipités, et on a vu ce qu'a donné la privatisation de pillage de l'ex-URSS, de tous les pays de l'Est, etc., etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du point de vue de la classe capitaliste, comme ils ne vont parvenir à résoudre la question ni par la libre concurrence, ni par les taxes douanières, qui sont les deux faces d'une même politique, la seule réponse possible est celle du pillage généralisé de ce qui échappe au capitalisme américain, et au bout du pillage, la logique de la guerre. Et c'est pourquoi il y a un rapport entre la généralisation de la guerre et la crise du capitalisme. Parce qu'au bout du compte, l'existence de la Chine n'est pas plus tolérable que chez nous l'existence de la sécurité sociale ou l'existence des minima salariaux et de toute une série de conquêtes sociales. Il faut, dans un système qui est exsangue, aller piller directement sur la force de travail et sur les conquêtes de la classe ouvrière. Alors vous me direz, elle est où l'issue? L'issue dans l'expropriation. L'issue dans la socialisation des moyens de production. Elle n'est pas dans la tentative de replâtrer ce système. Ce que dit Frédéric Boccara dans les colonnes de l'Humanité est une illusion, et une illusion mortelle. L'issue, elle est dans le combat de la classe ouvrière à l'échelle internationale pour en finir précisément avec ce système. Les camarades chinois, le camarade Kawai qui a pris la parole dans notre meeting du 21 mars, quand il a dit je vous invite, vous travailleurs français, à vous opposer à toute guerre contre la Chine parce que ce serait une guerre
contre le peuple chinois, ce serait une guerre de classe. Il a dit quelque chose qui nous concerne directement. Une guerre contre la Chine demain ne posera pas le problème de défendre les bureaucrates chinois, mais de comprendre que c'est une guerre pour détruire les conquêtes collectives du peuple chinois et de la classe ouvrière chinoise. La réponse à la situation, elle est en Chine comme ailleurs, dans le combat pour le gouvernement des producteurs, que ceux qui produisent des richesses prennent en main la direction de l'économie. Et qui prennent en main la direction de l'économie en se débarrassant de cette nécessité de réaliser de la plus-value et du profit, et que l'économie soit au service du peuple lui-même. Que le gouvernement des producteurs organise la production au service des producteurs, de leur famille, de la classe ouvrière, de la jeunesse, bref, de la société, sans avoir à fournir, parce que vous connaissez les chiffres, hein, des centaines de milliards et des milliers de milliards de dividendes aux actionnaires dans le monde entier chaque année. Et c'est pour servir ces dividendes qu'il faut remettre en cause toutes les bases même de l'économie et de la société. L'unité de la situation est dans le fait que le gouvernement des producteurs est aujourd'hui une nécessité, pas simplement en Chine, mais à l'échelle internationale, et on le voit dans tous les domaines. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur la question de l'Ukraine, quand on dit la lutte contre la guerre impérialiste globale. Là aussi, on a reçu de la correspondance. Ces derniers temps, les positions de la 4e internationale suscitent beaucoup de courriers. Camarades qui sont d'accord, camarades qui ne sont pas d'accord. Là, il y a une dame qui nous a écrit, elle n'a pas acheté le journal, elle a dit « J'ai lu le tract que vos militants distribuent, qui fait le lien entre les projets d'économie budgétaire et les projets de défense. Je n'ai jamais voté pour le Parti des travailleurs, mais je trouve populiste et démagogique de refuser d'envisager la guerre actuelle. Faut-il donc laisser M. Poutine et consorts dépouiller l'Ukraine? Ce pacifisme à tout prix est irresponsable et complice. Peut-être la Russie finance-t-elle d'ailleurs ce genre de campagne, ce serait guère étonnant. S'il y a des gens honnêtes dans votre parti, votre fromage, qui savent réfléchir, ils sortiront un bout, sans doute, de ce que Lénine appelait la maladie infantile du communisme. C'est intéressant, mais d'abord, je ne sais pas qui est cette dame, elle a une traque qui écrit très bien. Donc on n'est pas d'accord avec elle, on est financé par la Russie. On va en profiter pour le dire qu'on est financé par personne, à part les cotisations des militants et de la banque du journal. Rien de personne, à part le produit de notre propre activité, ça vous le savez. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est faut-il laisser M. Poutine et consorts dépouiller l'Ukraine et le reste? Mais de quoi on parle? En ce moment même, vous le savez, il y a un accord qui a été signé entre Trump et Poutine. C'est un accord de partage de l'Ukraine. Vous savez, c'est un accord comme chaque fois qu'il y a eu des guerres de pillage, hein, les gens se partagent. Donc là, ils se sont mis d'accord. En gros, Trump, il a dit une chose à Poutine, il a dit tu gardes ce que tu as. Il a dit à Zelensky, tu vas laisser Poutine garder ce qu'il a. Par contre, toi, tu vas me donner toutes les richesses produites par le sous-sol ukrainien pendant toutes les années qui viennent. C'est ça l'accord. Il y a deux accords. Je dis pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas compris cet échafaudage assez pervers. D'un côté, il se met d'accord avec Poutine pour que Poutine gagne la guerre, disons-le simplement. Et Zelensky dit non, mais la Crimée est à nous. Poutine dit non, elle est à nous. Et Trump, qui ne sait même pas où est la Crimée, mais il dit oui, Poutine a raison, la Crimée est russe, c'est évident. Bon. Et d'un autre côté, il a fait signer par l'Ukraine cet accord dément dans lequel l'Ukraine et les États-Unis forment un consortium, 50%, 50%. Tout le produit de l'extraction de richesses naturelles de l'Ukraine va aller dans ce consortium. Et une fois qu'il arrive dans ce consortium, tous les profits seront donnés, il n'y a pas d'autre mot, donnés aux États-Unis au titre du remboursement de ce que les États-Unis ont investi dans la guerre en Ukraine depuis le début. Et ce remboursement qui était évalué par les autorités ukrainiennes à 120 ou 130 milliards de dollars, Trump a dit non, c'est 350. Et donc il écrit, voilà, tout le produit du gaz ukrainien, des terres, ira aux États-Unis à hauteur de 350 milliards. Et tant qu'ils n'auront pas donné 350 milliards, l'affaire va continuer. Vous admettrez que c'est un type d'accord assez particulier. Et pourquoi faudrait-il qu'il y ait des troupes françaises en Ukraine, avec d'autres troupes européennes?
pour s'assurer que cet accord est bien appliqué. Hein, puisqu'il est question qu'il y ait une force d'interposition européenne qui va aller là-bas pour vérifier que ça se passe bien. C'est-à-dire que les Russes restent là où ils sont. Poutine sera content parce qu'ils restent là où ils sont. Ils ont piqué la moitié ou un tiers du territoire ukrainien. Les Ukrainiens restent où ils sont. Eux, ils ne sont pas contents, mais comme Trump leur a mis un pistolet sur la tempe, ils n'ont pas vraiment le choix. Et Trump ramasse le pognon et les Européens envoient des troupes. Et cette dame nous dit, faut-il laisser M. Poutine et consorts dépouiller l'Ukraine? Mais elle n'a pas vu que l'envoi de troupes françaises en Ukraine vise précisément à permettre que le capitalisme américain puisse dépouiller l'Ukraine. C'est le sens de l'accord. C'est une mystification totale. Et quand nous disons pas un sou, pas un homme pour la guerre en Ukraine, c'est parce que toute intervention militaire aujourd'hui en Ukraine, dans le contexte actuel, aurait comme seule signification de permettre au pillage commun de Trump et Poutine de s'opérer. Ce qui est contraire évidemment aux intérêts du peuple ukrainien, du peuple russe, du peuple américain, de tout le monde, ce qui est conforme aux intérêts des capitalistes américains. Donc, non, il n'y a aucune raison d'accepter cette guerre en Ukraine, et force est de constater, on l'a déjà écrit à de nombreuses reprises dans la tribune d'ailleurs, et il faut le rappeler, que les gens qui refusent de parler d'une guerre impérialiste globale, c'est ceux qui, par exemple, ont tous déclaré à l'Assemblée nationale il y a 3 semaines qu'il fallait envoyer des troupes en Ukraine. Le Parti socialiste a dit qu'il faut les envoyer, comme l'a dit M. Macron. Le Parti communiste a dit qu'il faut les envoyer en étant prudent. Et Mme Chikirou de la France Insoumise a dit qu'il faut les envoyer à condition qu'ils aient un casque bleu de l'ONU. Vous pouvez le vérifier, c'est dans le compte rendu de l'Assemblée nationale. Eh bien, casque bleu, casque vert, casque jaune, casque ce que vous voulez. Les troupes aujourd'hui envoyées en Ukraine, c'est pour faire régner l'ordre impérialiste contre le peuple ukrainien, contre le peuple russe. Hein? Et il est évident que lorsque vous voyez des gens de la France insoumise qui disent on est contre la guerre à Gaza, on est contre la guerre partout, oui d'accord, enfin, Mme Chikirou a dit en leur nom, il faut envoyer des troupes en Ukraine. Donc il y a un double langage. Quand on voit le député Le Gavre, député de Seine-Saint-Denis, qui fait partie de l'aile révolutionnaire de la France insoumise, qui fait des rassemblements contre la guerre à Gaza, mais quand Mme Chikirou dit qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine, il applaudit Mme Chikirou, il y a un double langage. Non, on est contre la guerre, telle qu'elle se prépare en Ukraine, telle qu'elle se poursuit en Palestine, telle qu'elle se prépare en Chine, et c'est ce que nous avons appelé les sociaux-chauvins. Mais vous savez, ça vaut aussi pour la Palestine. Beaucoup de gens ont un double langage. La situation aujourd'hui en Palestine est dramatique. Le journal israélien Haaretz, qui est un journal, disons, de gauche à l'échelle israélienne, relatif, mais bon, qui dit des choses, a titré il y a quelques jours ne détournez pas les yeux, l'annexion de la Cisjordanie par Israël a commencé. Hein, donc c'est même plus l'annexion de Gaza, c'est aussi l'annexion de la Cisjordanie. C'est-à-dire que le projet sioniste se développe dans toute sa logique qui consiste en fait à expulser les Palestiniens de toute terre palestinienne. Je ne sais pas qui vont y arriver, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Dans cette situation, on a reçu un drôle d'appel. Alors, au point de départ, cet appel, il a une apparence sympathique. Vous savez, il y a des gens qui ont publié une tribune dans le journal Le Monde pour dire l'antisionisme, c'est l'antisémitisme. C'est un sujet très à la mode. Donc, voilà, il y a 1700 personnes qui ont dit ceux qui se disent antisionistes, en fait, sont des racistes anti-juifs. Je résume. Bien. Il y a donc des gens qui ont fait un papier pour dire on n'est pas d'accord avec ça, sans quoi ils ont raison. Ils ont raison de s'opposer à ça. On peut être antisioniste et pas antisémite. Antisioniste, c'est-à-dire contre l'existence d'un État d'apartheid colonial qui s'appelle Israël, c'est pas pour ça qu'on est contre les Juifs. Selon mon avis, d'ailleurs, la meilleure chose qui peut arriver aux Juifs qui sont aujourd'hui en Israël, ce
ce serait précisément que cet État soit remis en cause. Mais les gens qui font ces tribunes disent par ailleurs des choses tout à fait étonnantes. Ils disent, voilà, le droit international est bafoué de façon continuelle par Israël. La première résolution bafouée par Israël est celle dont elle tire son existence même, la résolution 181 qui propose un plan de partage avec un État israélien pour les Juifs, un État arabe pour les Palestiniens. Ce plan de partage n'a jamais été respecté. Les gens qui écrivent cela regrettent, prétendent-ils, que le plan de partition de la Palestine de 1947 n'a pas été respecté. Mais il a été respecté. Malheureusement, il est respecté au-delà de tout ce qui est imaginable. On a d'abord implanté un État colonial qui s'appelait Israël, puis ensuite, guerre après guerre, crise après crise, vous connaissez la carte, la part d'Israël grandit de plus en plus, la part laissée au territoire palestinien ressemble de plus en plus à des conflits, puis ressemble à plus rien. Donc c'est pas vrai que l'accord n'a pas été respecté. À partir du moment où l'ONU a dit qu'il est légitime d'implanter un État colonial qui expulse les Palestiniens, ensuite la logique du sionisme a fait que de proche en proche, on les expulse de plus en plus. Comment est-ce qu'on peut dire que cet accord n'a pas été respecté? Comment est-ce qu'on peut condamner le fait que la résolution 181 de l'ONU aurait été bafouée? C'est l'inverse. Elle est à l'origine de la partition de la Palestine. Elle est à l'origine de l'injustice qui est faite au peuple palestinien depuis 3/4 de siècle. Alors on me dirait, bon, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, c'est vrai. Mais c'est quand même étonnant, c'est qui signe ce livre, qui défend la résolution de partition de la Palestine. Beaucoup de gens, enfin, parmi les gens que nous connaissons, par exemple, des gens qui étaient membres de la même organisation que nous il y a une dizaine d'années. Sylvain Excoffon, secrétaire général de FO de l'enseignement supérieur, Christian Echen, secrétaire général de la Libre Pensée, membre du CCI, Miguel Martinez, maître de conférence, membre du CCI, donc des gens qui, comme nous, étaient dans une relation qui se réclamait du refus de la partition, qui disait qu'il fallait une seule Palestine laïque et démocratique, et là, il signe un papier où il revendique la partition de la Palestine. Des grands révolutionnaires aussi, tiens, Anas Kazib, qui signe comme dirigeant de Révolution Permanente, signe ce papier en défense de la partition de la Palestine, comme Jean-Marc Schiappa, ou d'autres encore, Michel Sidorov. Il faudrait aujourd'hui que des gens qui se disent révolutionnaires, entre guillemets, disent qu'il était juste en 1947 de diviser la Palestine, d'expulser les Palestiniens, d'implanter un État d'apartheid. Et c'est l'inverse. Le génocide imposé au peuple palestinien aujourd'hui, à Gaza, l'expulsion massive des Palestiniens de Cisjordanie, la menace d'une annexion réelle de Gaza et de la Cisjordanie dans un grand Israël, ont pour origine la résolution de l'ONU de 1947. Personne ne peut se dire révolutionnaire, personne ne peut se dire défenseur du peuple palestinien et faire croire que la solution est dans la défense de cette résolution, surtout pour des gens qui se disent d'extrême gauche. Alors, camarades, ces problèmes, c'est ceux auxquels nous sommes aussi confrontés en France. Nous avons un gouvernement fauteur de guerre, nous l'avons dit. Un gouvernement de guerre à l'extérieur et à l'intérieur, nous l'avons dit également. J'ai parlé de ce qui se passe à Arcelor, de ce qui se prépare dans le commerce, et je pense que le secteur du commerce va beaucoup souffrir dans ce pays, mais on pourrait parler des services publics, on pourrait parler de ce qui se passe dans le domaine de l'école, où, par exemple, dans l'académie de Créteil, les autorités ont annoncé que plus aucun enseignant absent ne serait remplacé. Parce qu'il n'y a plus de remplaçants. Donc vous avez des enfants qui sont privés d'enseignants pendant 6 mois. On a publié dans la Tribune des Travailleurs ces lycéens qui manifestaient en demandant
des profs de philo, ils ont le bac philo à la fin de l'année, ils n'ont pas eu de prof de philo depuis le début de l'année, et on leur dit qu'ils n'en auraient pas. On pourrait évoquer ces enfants en situation de handicap, 450 000 scolarisés, qui pour beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas des moyens d'aide nécessaires, pas du tout, ou très partiellement, ou pas des moyens adaptés. On refuse d'embaucher des AESH, on n'ouvre pas les instituts médicaux, éducatifs nécessaires, on ne dégage pas des postes nécessaires de rééducateurs, de psychologues, et ces enfants sont laissés à l'abandon. Ils sont laissés à l'abandon. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Maëro, il faut 40 milliards de coupes. Et il faut 40 milliards de coupes à la fois pour financer le budget de la guerre et 40 milliards de coupes pour répondre à la concurrence américaine, autre, etc., dans le cadre de la crise du capitalisme. Dans cette situation, la question de savoir quelle est la réponse de la classe ouvrière de ces générations est une question décisive. Je vais citer au plan politique Frédéric Bocard. Voilà, il faut une mondialisation heureuse. On comprend qu'avec ça, les choses vont se poursuivre. J'ai cité le fait que tous s'étaient prononcés pour le budget de guerre et pour l'envoi de la guerre. On ne peut pas d'un côté dire qu'on défend les intérêts de la population et dire en même temps qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine. Parce que des troupes en Ukraine, c'est de l'argent. Je crois que c'est André, dans une réunion où on était récemment, qui avait fait le calcul, je ne suis pas refait après lui, mais je lui fais confiance, que les 2 milliards proposés par Macron à Zelensky, Zelensky est venu en France il y a quelques semaines, ça correspondrait à 100 000 AESH, le salaire de 100 000 AESH sur un an. C'est plus qu'il en faudrait au moins pour que les enfants bénéficient d'un minimum de support. Mais la logique, il n'y en a que deux. Et l'alternative, ce n'est pas ces deux-là. La logique, c'est ou bien le patron d'ArcelorMittal et que crèvent les ouvriers et leurs familles, ou bien le combat pour la préservation de tous les emplois. Et ce combat pose nécessairement la question du gouvernement des producteurs et d'en finir avec le système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production. Qui va poser en France aujourd'hui la question du mot d'ordre d'interdiction des licenciements? Les camarades qui sont ici, qui ont sans doute une certaine connaissance du monde syndical, ont pu remarquer que dans la dernière période, aucune confédération syndicale n'appelle à lutter pour l'interdiction des licenciements. C'est un fait. Aucune. Dans le meilleur des cas, il y a un appel à mettre en place des plans de reconversion. On sait ce que c'est, les plans de reconversion. Les plans de reconversion, c'est simplement différer l'échéance du licenciement. Dans d'autres cas, on a vu ce qu'a dit Sophie Binet dans la dernière période, elle va même, elle, jusqu'à proposer la cellule de crise commune avec le gouvernement pour élaborer ensemble les mesures qui permettent de faire face à la situation. Le rôle du syndicat ouvrier n'est pas d'être dans une cellule de crise avec le gouvernement et avec les patrons. Par conséquent, il n'y a pas de réponse aujourd'hui à cette situation si on ne commence pas par avancer les mots d'ordre indispensables qui sont ceux de préservation de la classe ouvrière et de la presse. Ces mots d'ordre, c'est bien sûr l'interdiction des licenciements. C'est bien sûr le refus de toutes les formes de démantèlement des services publics. C'est la nécessité d'un plan d'embauche massif dans les écoles, dans les hôpitaux, dans l'ensemble des services publics pour la population. C'est le fait de ne pas hésiter à dire que des centaines de milliards sont disponibles à la fois dans le budget de guerre et dans les dividendes versés aux capitalistes. Que par conséquent, le gouvernement qui voudrait répondre aux besoins de la population ne devrait pas hésiter à puiser dans ces sommes gigantesques. Ne pas hésiter à socialiser les moyens de production en commençant par les nationaliser sans indemnité ni rachat. Et il n'y a pas d'autre voie que ce combat. Et quiconque cherche à enchaîner la classe ouvrière, soit dans un libre-échange maîtrisé, ou dans un protectionnisme adapté, ou je ne sais encore quel billevesé, en réalité anéantit la possibilité pour les travailleurs d'agir sur leur propre terrain. C'est ça l'enjeu de la situation. Mais dire ça, c'est pas donner une vision pessimiste de la situation. C'est poser clairement les enjeux. Vous savez, dans quelques jours, il va y avoir le 1er mai. Le 1er mai, il y aura du monde, pas du monde, on verra bien.
soyons clairs. Le 1er mai n'est pas une déchéance de la lutte de classe. Le 1er mai, jour férié, c'est pas un jour de combat. C'est un jour férié. Si les gens ont envie d'aller manifester, ils iront manifester. S'ils n'ont pas envie, ils n'iront pas. C'est pas un jour de rapport de force. Le rapport de force, c'est la grève, c'est la manifestation, c'est l'action, c'est bloquer la machine économique du capitalisme. Ça n'a jamais été un jour de rapport de force le 1er mai. Depuis que Pétain, on a fait un jour férié qui l'a transformé en fête du travail. Bien sûr qu'il faut aller le 1er mai, parce que les syndicats essaient de montrer leur force, c'est sûr. Mais enfin, des organisations syndicales qui, depuis un an, n'ont appelé à aucune action nationale interprofessionnelle, qui peut croire qu'elles ont l'intention de faire du 1er mai le moment d'une épreuve de force? Ce ne sera pas le cas. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller. Au contraire, il faut y aller. Il faut y aller massivement. Il faut y aller massivement pour distribuer le tract qui va être distribué dans le monde entier. Il faut y aller pour prendre le journal, pour faire signer Montpellier, pour discuter avec les travailleurs et les militants qui sont là. Mais c'est pas là que ça va se jouer. Par contre, ça se jouera sur le terrain de la classe, sur le terrain de la grève, sur le terrain des manifestations, à partir du moment où les revendications sont définies, et le rôle parti qui est le nôtre, le rôle de la 4e internationale, en France comme dans le monde entier, dans une situation complexe, c'est de répondre à ces questions et d'en déduire les mots d'ordre, les formes d'action qui permettent de répondre aux intérêts de la classe ouvrière. Des personnes ici sont intéressées pour poursuivre cette discussion. Il existe les groupes d'études révolutionnaires et vous savez aussi que vous pouvez vous rendre chaque semaine dans les cellules des militants de la 4e internationale. Toute personne ici qui souhaite poursuivre cette discussion est invitée à y participer. Bonne soirée à tous.